Alors, oui, c'est bon, vous m'entendez. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on tient à remercier tout d'abord les organisateurs de ces belles journées de nous avoir conviés à présenter ces nouvelles recherches conduites sur un ensemble funéraire mérovingien à Creuzier-le-Vieux, un ensemble funéraire qui a été mis au jour dans les années 80 et pour lequel nous avons proposé une petite relecture, et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors, c'est quel bouton? C'est celui-là? Non. Ouais, j'ai fait planter la machine. Alors, non. Alors, je vais y arriver. Ben voilà, vous aurez vu tout notre diaporama en un seul coup. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment? Ouais, mais comment je fais? Ah, ok. Ben, je te laisse faire alors. Alors, je recommence. Ah ouais, mais c'est... Non. C'est celle-là. C'est dans l'autre sens. Ah ouais, d'accord. Alors, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Donc, je recommence. Donc, je remercie une nouvelle fois les organisateurs de ces journées de nous avoir conviés pour cette présentation avec un matériel qui fonctionne très bien. Alors, oui, nous allons vous présenter plus sérieusement ces travaux de reprise d'une fouille qui a été réalisée dans les années 80, au milieu des années 80, à Creuzier-le-Vieux précisément. Donc, je vous ai mis une petite carte ici pour vous localisiez le site. Donc, Creuzier-le-Vieux, on se situe non loin de Vichy, c'est une commune limitrophe de QC. Le site en question est celui de l'église, l'ancienne église, enfin de l'église Saint-Martin. Ah, celui-ci fonctionne. Donc, il ne se situe pas exactement dans le village actuel, mais à peu près 1 kilomètre au nord, où se situe encore actuellement le cimetière paroissial. Alors, l'église en question, dans son élévation actuelle, présente d'assez beaux vestiges de ces élévations du XIIe, voire du début du XIIIe siècle, notamment au niveau du chevet, et toute sa partie occidentale a été reconstruite largement au XVe siècle, probablement, ou alors très peu de temps avant, voire après, l'installation du château du Lauzet au XVe siècle contre sa façade nord, en grande partie, dont certains vestiges étaient encore visibles à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, pardon. Et vous le voyez, on avait encore il était encore localisé sur le cadastre napoléonien. Alors, pour replacer rapidement Creuzier-le-Vieux dans le réseau d'occupation du sol et surtout le réseau viaire d'époque romaine et d'époque mérovingienne qui va nous intéresser ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais donc on se situe dans un secteur relativement clé, donc à proximité de Vichy, non loin d'une voie principale qui reliait justement Vichy à l'agglomération de Varennes, probablement même sur le tracé de la voie en question, même si on n'en a aucune certitude. Et on voit là encore la localisation alors la flèche a bougé, l'église elle est ici en réalité. Notre église de Creuzier, notre localité de Creuzier qui se situait sur un axe majeur, partant en l'occurrence de QC, un axe qui devait très probablement pérenniser l'axe de circulation antique. Alors, c'est de la période mérovingienne que l'on va vous parler aujourd'hui. Il faut savoir que ces recherches s'inscrivent dans un contexte micro-régional, ou en tout cas local assez fourni en termes de découvertes pour la période mérovingienne, puisque dès les années 1880, de nombreuses découvertes ont été faites dans Vichy et alentours. On atteste notamment je vous ai mis ici cette carte avec les 1, 2, 3, donc on est en plein centre de Vichy, des découvertes notamment de sarcophages, de plaques funéraires, donc dotés d'épitaphes dans les années 1880, au moment de la reconstruction même la construction des thermes récentes, et également pour cette période-là,
Antiquité tardive et au Moyen-Âge, toujours, il y a des découvertes faites dans les années 1880, le numéro 6, donc la forteresse de la Couronne, à Molles, qui fait l'objet de nouvelles fouilles depuis une dizaine d'années. Et puis plus récemment, des découvertes en numéro 5 qui ont été faites sur la place Victor Hugo à Cussé, donc qui attestent la vitalité de cette occupation antique et surtout mérovingienne, et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit nos découvertes de Creuzier-le-Vieux, en tout cas les découvertes de Creuzier-le-Vieux. Alors, pour vous parler un tout petit peu plus du site, donc les premiers vestiges mérovingiens ont été découverts au milieu des années 70, en l'occurrence en 1974, à une dizaine, vingtaine de mètres au nord-est du chevet de l'actuelle église romane, et des découvertes assez significatives, puisqu'il s'agit de sarcophages, de 3 sarcophages en l'occurrence, dont 2 étaient décorés, dont vous voyez une image là derrière moi. J'arrête pas d'appuyer sur le petit bouton vert. Voilà, qui attestait déjà de l'existence de cette occupation funéraire, et d'une occupation funéraire significative, dont l'importance a pu être vérifiée au milieu des années 80, en l'occurrence en 1986, lors de la fouille, ici, des caves d'un des bâtiments, enfin, du corps de logis du XVe siècle. Ces fouilles, en fait, il s'agit de découvertes fortuites, du moins c'est ce qu'on nous a indiqué lors du nettoyage de la cave de ce corps de logis, donc dans les années 80, au milieu des années 80, qui ont mis au jour un squelette, puis un couvercle de sarcophage, et puis une chose en entraînant une autre a permis la découverte d'une aire funéraire qui a mis au jour, en tout cas pour la période mérovingienne, au moins 2 voire 3 niveaux de tombes, dont 2 niveaux de sarcophages, donc qui démontraient quand même l'importance et la richesse de cette aire funéraire, dont on suppose qu'elle est étendue, tout simplement parce qu'on a ce nouveau spot de fouille, spot funéraire découvert en 86, conjugué à celui de 74, auquel s'est ajouté 2 ans plus tard, en 87-89, lors de fouilles d'extension du cimetière paroissial, d'autres découvertes dont les résultats sont un peu moins connus, enfin en tout cas sont un peu plus flous, puisqu'il s'agit d'une opération qui a consisté en un sauvetage urgent, qui a mis au jour de nombreuses maçonneries, alors, dont une partie semblerait relever du château du XVe siècle, d'autres pourraient être potentiellement romaines, potentiellement mérovingienne. On nous signale quelques fragments de sarcophages, notamment une cuve, donc qui montrent que l'étendue de l'aire funéraire, enfin au moins l'extension de l'aire funéraire côté nord, donc tout ça commence à faire beaucoup, en tout cas pour la période mérovingienne, donc ce qui pose beaucoup de questions sur le statut du site en question. Après, d'autres travaux, en l'occurrence au début des années 90, des travaux de drainage qui ont mis au jour de nouvelles tombes, mais en l'occurrence des tombes plus récentes et en accord avec la chronologie du chevet, à savoir 12e, 13e siècle, sachant qu'évidemment ces découvertes se sont cantonnées à la cote de fond des travaux, donc il y a tout lieu de croire, au vu de ce qui a été observé en 86 et en 74, que partout ici, on a probablement des tombes de la période mérovingienne. Alors, je reviens, je fais quelques allers-retours, parce que ça m'amuse bien, j'ai compris comment ça fonctionnait maintenant, donc j'en profite sur mes diapos. Je vous signale également qu'au-delà des découvertes qui ont été faites, en 2010, ici, donc là on est à 150 mètres au sud de l'actuelle église romane. Là aussi, de manière tout à fait fortuite, des tombes du 7e siècle ont été découvertes à la faveur de Labour, le propriétaire du terrain, en fait, qui est un terrain en pente, non c'est pas celui-là, en labourant, en fait, a soulevé plusieurs couvercles, et une intervention a été faite par le SABDA. Il y a Sophie Légard, donc en 2010, il n'y a pas eu une fouille, mais il y a juste eu une reconnaissance des structures en place, un ossement qui a été prélevé pour datation radiocarbone et qui a révélé cette date du 7e siècle, ce qui montre vraiment l'importance funéraire de ce site et surtout l'ampleur de l'ère funéraire.
Alors, j'avance. Voilà, alors il s'avère que nous, on s'est concentré et on va se concentrer sur l'ère funéraire qui a été découverte dans la cave du corps de logis. Ce qu'il faut savoir, vous le savez peut-être, ces vestiges, en fait, une fois la fouille terminée, étaient encore, n'ont pas été remblayés, donc étaient visibles, enfin, en tout cas étaient visitables. Alors, ils étaient assez peu, le site était assez peu accessible, hein, je crois qu'il était ouvert presque uniquement au cours des Journées du patrimoine. Donc voilà, donc le site est resté dans son jus depuis le milieu des années 80, en tout cas depuis la fin des fouilles. Et depuis la fin 2019, début 2020, la commune de Creuzier-le-Vieux a nourri le projet en fait de mettre en valeur ces vestiges dans le cadre d'une mise en valeur de son patrimoine naturel et historique plus général. Nourrit l'objectif en fait de mettre en valeur ces vestiges qui sont, vous le voyez, hein, là c'est un état des lieux avant que nous intervenions, qui sont assez exceptionnels pour la période qui nous intéresse, et c'est dans ce cadre-là et dans le cadre d'une collaboration entre la DRAC notamment, avec le conservatoire aussi de l'environnement, que ce projet est en train de se monter et est apparu assez vite en amont. Enfin, avant toute mise en valeur de ce site, la nécessité en fait de faire un état des lieux de ces fouilles qui ont quand même plus de 30 ans aujourd'hui, dont la documentation est assez parcimonieuse, de refaire un état des lieux global de la documentation existante et puis de remettre un pied sur le terrain justement pour revoir un petit peu, relire un petit peu les vestiges. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée d'une collaboration entre le service d'archéologie préventive du département de l'Allier, représenté par Perrine, et l'université Lyon 2, représentée par votre serviteur, a été mise en place avec pour objectif justement de réétudier ce site dans la perspective déjà d'aboutir en fait ces fouilles qui n'étaient pas totalement terminées et d'une part de servir aussi à la présentation de ces vestiges. Alors, pour ce faire, donc cette étude elle a été reprise en 2020. La première année, l'objectif étant, comme je l'ai dit, de faire un état des lieux de tout ça. Donc, on a commencé par faire un nettoyage global des vestiges. L'objectif étant de relire les éléments de stratigraphie éventuellement conservés, de proposer aussi une nouvelle documentation graphique et éventuellement de relire ces vestiges et de proposer, le cas échéant, une nouvelle lecture. Par ailleurs, je précise que ces travaux ont permis aussi de monter un chantier école qui a permis aussi aux étudiants de se former à l'archéologie de manière générale, mais en particulier à l'archéologie funéraire. Donc, je vais laisser la parole à Perrine qui va vous présenter à présent les résultats. Alors, c'est dans ce sens-là. Merci. C'est gentil. Si ça fonctionne. Je vais te passer cette diapo. Oui, alors donc, juste pour vous présenter un petit peu le site tel qu'on l'a, tel qu'il est encore actuellement, enfin, sans les sépultures, puisqu'on a procédé maintenant à des fouilles et à des prélèvements de sépultures. Donc, le site en l'état, il présente 13 sarcophages. Donc, les sarcophages, ce sont des cuves là en l'occurrence en pierre, donc monolithique, et 6 tombes en coffrage de dalles, donc, qui sont fabriquées en plusieurs dalles, ou des coffrages de tuiles. Ils sont composés, alors on peut le voir, alors là j'ai peur de faire une bêtise en fait. Du coup, ça c'est le coffrage de tuiles. Voilà, et donc ces coffrages et ces sarcophages sont principalement constitués de matériaux locaux, enfin creusés dans des matériaux locaux. Et comme l'a dit Damien, le site présente au moins 2 niveaux de tombes. Donc ça, c'est intéressant d'avoir plusieurs niveaux de tombes parce qu'on peut, en archéologie, comme vous l'avez compris, donc
On réfléchit notamment par des relations stratigraphiques entre les éléments. Et donc, le fait d'avoir des éléments de tombe les uns sur les autres, ça nous permet de créer une antériorité et une postériorité des éléments les uns par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut construire un discours chronologiquement cohérent et apporter des conclusions, notamment sur cet aspect-là. Les individus qui ont déjà été étudiés lors des fouilles des années 80 ont permis de déterminer qu'il n'y avait pas vraiment de point discriminant entre les individus qui étaient inhumés dans cet espace funéraire, puisqu'on y retrouve certes une majorité d'hommes, mais également des femmes. On y retrouve une majorité d'adultes, mais également des enfants. Donc on n'est pas en mesure de caractériser, enfin de discriminer une catégorie particulière qui aurait pu être inhumée dans cet espace-là. Voilà, ces petites photos aussi pour montrer effectivement toute l'imbrication des tombes. Sur la photo que vous avez ici en haut à gauche, on a différents niveaux de sarcophage, et cette photo elle est particulièrement intéressante car dans le sarcophage qui est juste au-dessus a été découvert dans les années 80 un adolescent qui était accompagné d'une fibule donc très jolie en argent doré sertie de grenat qui trouvé en contexte nous permet de dater l'individu qu'elle accompagnait puisque elle a été attribuée au 7e siècle. Donc ça nous permet, toute prudence gardée évidemment, de proposer une datation de cet individu qui se trouvait dans le sarcophage au-dessus du 7e siècle. Je précise cela car ça va compter dans la suite du discours. Mais au-delà des sépultures que compte cet espace funéraire, il y a également un intérêt particulier à ce site, c'est la présence de maçonnerie qui encercle cet espace funéraire, qui le circonscribe et dont on peut observer au nord, au sud et à l'est de la cave. Alors simplement pour rappel, parce que c'est pas forcément, ça demande un peu de gymnastique, on se trouve, on peut le voir sur cette photo-là, on se trouve dans les caves d'un corps de logis du XVe siècle, donc, qui est constitué notamment par ce mur-là et ce mur-là, mais sur votre gauche, vous avez le mur Goutreau nord de l'église qui, elle, est datée dans son état actuel, enfin, les fondations sont datées du XIIe siècle. Et il faut bien avoir à l'esprit que cet espace funéraire que vous avez ici est nettement antérieur aux constructions dans lesquelles il a été découvert. Pour autant, juste en dessous, on trouve des fondations qui, elles, sont en relation avec cet espace funéraire et avec les tombes mérovingiennes qu'on a à l'intérieur. Donc vous pouvez les voir sur toutes les photos. Donc ce sont des fondations qui sont assez... Enfin, c'est des murs qui sont mal conservés puisqu'on n'en garde aujourd'hui que les fondations. Mais ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils permettent de comprendre qu'on a ici une zone funéraire qui est circonscrite par une construction en dur, une construction voilà, à base de murs. Et on peut bien observer sur... alors attendez, c'est où celle-là? Donc sur cette photo-là, on voit ici, donc ça c'est le mur situé à l'est, enfin la fondation située à l'est, et on voit bien sur cette photo-là que cette tombe-là s'appuie contre les fondations. Donc on a en fait finalement réussi à déterminer qu'on avait des fondations qui étaient antérieures à l'installation des sépultures. On a d'abord des murs qui sont installés et dedans des tombes qui sont elles-mêmes installées également. C'est un aspect prépondérant de l'archéologie, c'est vraiment cette relation entre les éléments. J'insiste là-dessus parce que ça nous a permis, vous le verrez par la suite, de créer un plan phasé qui nous permet de comprendre dans quel ordre les éléments sont arrivés dans cet espace.
Alors, comme vous l'a dit Damien, lors de la fouille que nous avons menée en 2020, il a simplement été agi de remettre, de faire un état des lieux des données qui avaient pu être observées lors des fouilles des années 80, renettoyer le site, produire un plan topographique et simplement mener des observations qui nous ont déjà permis d'avancer un peu sur la compréhension du site. Et cette année, nous nous sommes penchés donc, sur la suite, à savoir l'aboutissement de ces fouilles, notamment en finissant la fouille de certaines sépultures qui avaient été ouvertes et qui s'abîmaient en contexte. Donc nous avons terminé leur fouille, abouti leur fouille. On peut donc constater que nous avons fouillé donc, des sépultures en sarcophage, des sépultures en coffrage, et également cette très belle sépulture en coffrage de tuiles. Nous avons également tenté d'obtenir de nouvelles informations de manière à compléter ce qui avait déjà été découvert, interprété lors des fouilles des années 80 par la fouille de nouvelles sépultures pour obtenir une donnée neuve et pouvoir essayer de comprendre vraiment l'ensemble du site à la lumière d'informations, enfin de connaissances qui ont évolué évidemment depuis une trentaine d'années. Alors notre choix ne s'est pas fait au hasard, évidemment. Nous avons essayé de cibler des tombes qui nous paraissaient pertinentes dans le choix, et notamment en prenant en compte cette notion de stratigraphie. Nous avons choisi donc de fouiller ces trois sépultures qui sont situées à l'ouest de l'aire funéraire, et notamment celle-ci qui se trouve justement scellée par ce sarcophage qui a livré il y a 30 ans un adolescent dont on peut présumer qu'il a été inhumé au cours du 7e siècle. Et nous avons fouillé donc cette inhumation, ce sarcophage, justement dans l'espoir de pouvoir dater l'individu qui était à l'intérieur et de pouvoir constituer une ère chronologique antérieure d'occupation de l'espace. Et nous avons également procédé à la fouille des deux sépultures qui se trouvaient ici et ici. Donc on peut le voir, il y a toute une stratégie qui se met en place. Bon, j'ai mis une petite photo parce que c'était particulièrement ardu de soulever ces couvercles de sarcophage qui sont extrêmement lourds. J'ai largement dépassé, donc je vais passer ça. Donc tout ce discours pour en arriver à ça, donc cette fameuse proposition de phasage que nous proposons sur cet espace funéraire. Donc comme je vous le disais, nous avons pu constater que la fabrication, enfin la construction de murs était était antérieure à l'installation de sépultures en leur sein. Donc on a pu constater que le mur nord, la fondation nord, est l'élément finalement le plus ancien de cette zone-là. Il avait été, lors des années 80, l'hypothèse avait été émise que ce mur-là pouvait constituer les fondations d'un édifice antique, encore antérieure à l'époque mérovingienne. Donc la question est toujours en suspens. En termes de datation en archéologie, on a donc plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, et notamment celle de pratiquer des dosages du carbone 14 sur des éléments
ça peut être sur des squelettes, mais quand il s'agit de dater des murs, on peut tenter de prélever des charbons dans les mortiers de ces murs. Ça reste une datation qui n'est pas précise étant donné qu'il s'agit d'un charbon, mais ça peut être une méthode d'approche. Nous avons procédé à des prélèvements de charbon dans certains de ces murs pour tenter de déterminer leur attribution chronologique. Ce que nous avons donc pu déterminer, c'est que ce mur sud de la zone funéraire est l'élément le plus ancien, auquel se rattachent dans un second temps deux murs, comme vous pouvez voir donc, de ce côté-là. Et c'est dans cet espace construit que s'installe le premier niveau de sépulture, puis sur le schéma en rouge, un second niveau de sépulture, et bien plus tardivement, l'église romane qui se construit et le château du Lauzet au cours du XVe siècle. Donc je ne sais pas si on peut le lire, pas super bien. Ici, en fait, on a toute la datation de ces phasages, puisque pour l'instant, comme je vous l'ai expliqué, on travaille en relation stratigraphique. Donc on sait que les éléments sont antérieurs ou postérieurs les uns par rapport aux autres. De là à les caler sur une frise chronologique, c'est nettement plus compliqué. Et c'est aussi ce que cette campagne de 2021 nous a conduit à faire. Alors pour l'instant, encore une fois, les résultats ne sont pas encore connus, mais nous avons tâché en tout cas de faire tous les prélèvements nécessaires de manière à pouvoir compléter en fait les trous qu'il y a dans cette légende chronologique, de manière à pouvoir vraiment caler chronologiquement le site dans son ensemble. Et évidemment, comprendre un site, là, dans cet écrin tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais comme vous l'a expliqué Damien, ce site tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une infime partie d'un site qui semble avoir des dimensions qui sont nettement plus vastes et qui s'étale bien au-delà de cette cave du XVe siècle, autour de l'église, peut-être même sous l'église actuelle et dans les champs alentours, puisqu'on a pu voir que des découvertes fortuites avaient été faites dans certains champs. Donc notre problématique aussi, ce site ne peut avoir de sens que si on le recontextualise dans un environnement plus vaste, et c'est notamment ce qu'on prévoit de conduire au travers de prospections géophysiques qui nous permettront de déterminer de manière non invasive, enfin qui nous permettront peut-être, parce qu'on n'est pas sûr des résultats évidemment, de déterminer de manière non invasive si on peut observer cette aire funéraire au-delà de cette cave. Et ce sont des recherches que nous mènerons dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette communication. J'en profite tant que j'ai le micro pour poser des questions. Est-ce que, j'ai souvenir, je l'ai visité vraiment très rapidement, cette cave, il y a pas mal d'années. Je ne me souviens pas si les sarcophages les plus anciens laissent entendre qu'il y a encore de la stratigraphie dessous, ou est-ce qu'ils sont posés sur le substrat Alors, bon, je ne l'ai pas montré parce que j'étais un peu en retard, mais en fait, on a au milieu du site un gros trou, en fait, qui était là avant qu'on arrive, et qui, en fait, est un creusement. On peut le voir, c'est plus au clair en plus. Alors nous, on a retravaillé un peu les coupes, c'était un peu plus irrégulier que ça, mais en fait donc on peut constater que ce creusement-là a donc perturbé ici des niveaux de tombes certainement mérovingiennes, donc c'est un creusement, on le voit très bien, il est très net, qui a entamé ces niveaux d'argile naturelle. Et pour répondre à ta question, en fait ici, là où se posent les sarcophages, en tout cas dans cet espace, on est sur les argiles naturelles.
Du coup, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'on a du mobile, enfin, donc, tu as parlé notamment de fibules qui provenaient des fouilles des années 80, mais est-ce qu'on a d'autres types de mobilier? Est-ce qu'on sait où il est? Est-ce qu'on peut l'étudier? Et de façon sous-jacente, ma question, c'est est-ce qu'on a du mobilier antique donc, qui se promène là-dedans? Oui, bah, j'en profite parce que j'allais compléter ce qu'avait dit Perrine. En fait, aussi la finalité de ce sondage qui a été fait à la faveur d'un hiatus dans la funéraire, c'était aussi de vérifier l'existence éventuelle de niveaux antiques en place, parce que je ne l'ai pas précisé, parce que bon, il y avait plein de choses à dire, mais il s'avère, du reste, enfin, j'ai plus ou moins évoqué, cela dit, que dans les fouilles qui ont été faites lors de l'extension du cimetière au nord, il y a du mobilier antique en quantité qui a été découvert, qui d'ailleurs est aujourd'hui à l'étage du corps de logis, et qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus, mais intègre ce projet général. Le SAFDA va réaliser en fait un recueillement des collections, et il y en a un paquet, sachant du reste que les riverains nous rapportent, enfin, surtout en contrebas, la découverte de mobilier sigillé, hein, ils savent très bien la reconnaître pour le coup, mobilier antique. Donc la question qu'on se pose de manière générale, c'est qu'il y a quelque chose au Templière qui se balade ici, alors sur le site ou alentour, parce que nous on a fait juste ouvert une toute petite fenêtre, hein, donc l'absence de niveau ne veut pas dire qu'on n'avait pas de bâtiment ou d'établissement ici, mais ça pose la question et d'une part de l'occupation romaine et d'une part de ce qui lui a succédé à l'Antiquité tardive, puisque Perrine a indiqué qu'on avait de forts soupçons pour le 5e siècle en tout cas, et puis après. Quoi. Non, mais oui, ça sent bon l'Antiquité. Hein. Mais donc tu confirmes que les tessons qui étaient conservés dans la pièce au-dessus, là, il y avait de mémoire beaucoup de tessons sigillés. Moi, quand j'y suis allé, il y avait une association, je crois, qui... Les amis du passé. Voilà, c'est ça. Et qui ne nous ont pas trop expliqué d'où ça venait, ils ne savaient pas d'après eux. Selon toi, ça vient justement du nord, là, de cette fenêtre Alors, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, et après, il y a une partie du mobilier aussi qui est classée en fait, dans les caisses. Donc ça va être l'objet tout l'intérêt du travail que va conduire le SAFDA là-dessus. Et en fait, dans ce mobilier qui est là-haut, tu as pas mal de mobilier antique, tu as pas mal de mobilier médiéval tardif, mais pour ce qui nous intéresse, nous, mérovingiens, il n'y a quasiment rien.